Nous sommes le jeudi 5 décembre 2024 et vous écoutez le 13e épisode de la 9e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, nous recevons le photographe et auteur Bernard Joliva, avec qui nous allons parler de composition photo. Que vous soyez plutôt portrait, paysage, sport, reportage, street, nous allons vous proposer plein de conseils de composition classique et hors des sentiers battus. Cette émission vous est présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo qui depuis 10 ans innove et accompagne les professionnels, les créateurs et tous les amoureux d'images. Et ben c'est parti, 13e émission de cette 9e saison du podcast, avant-dernier épisode. Benjamin, comment vas-tu ce matin ? Salut Arthur, bah écoute ça va, je reprends ma respiration après le Black Friday pendant lequel je suis resté en apnée un peu longtemps. T'as fait des folies ou Non justement non, rien. J'ai essayé de me tenir éloigné de tout ça, j'ai failli en faire. Et Quoi puis donc, finalement, quoi donc Non, bah du coup je le garde pour l'année prochaine, on verra. Je me suis dit finalement non, c'était peut-être pas raisonnable. Voilà. Bon, on est ravis de te recevoir de nouveau Bernard, parce que ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu. La dernière fois que tu es venu dans ce podcast, tu fais partie des premiers invités, c'était en saison 2, sur une émission consacrée à la photo urbaine ou street photo. Merci beaucoup Bernard de revenir à nos micros et en studio cette fois-ci. En chair et en os dans le C'est studio. moi qui vous remercie de me recevoir de nouveau. C'est inattendu, ça aurait pu être pire. Alors Bernard, je vais quand même te représenter à nos auditeurs. Tu es photographe, journaliste, auteur et traducteur. Tu pratiques la photo de rue depuis plus de 50 ans et tu es l'auteur de pas moins de 25 ouvrages sur la photographie chez First, Duno, Pearson ou en auto-édition. Tes deux derniers ouvrages, Photoshop CC, dans la collection Pour les nuls, sortie cette année, et enfin Maîtriser la composition, comme quoi le hasard fait bien les choses, dans la collection Focus, sortie l'année dernière. Quand on va sur ton site Bernard et qu'on lit la liste des ouvrages sur lesquels tu as travaillé, participé ou écrit, c'est absolument démentiel. Tu continues toujours autant ? Oui, tout à fait, je ne suis pas prêt d'arrêter. Bon. Tu voudrais en citer un parmi tous ces ouvrages qui est particulièrement précieux. En tout cas pour moi, c'est ton petit dictionnaire de traduction anglais-français. Je ne sais pas si on le trouve toujours. Non, je l'ai arrêté parce que il faudrait que je fasse une mise à jour. C'est un énorme travail. Donc, j'envisage, si mes loisirs me le permettent, de le faire. Mais je continue à l'enrichir. Je dois être à 14 000 entrées à peu près. Oui, il y en avait quoi, 12 000 C'est ça. C'est vraiment un petit sésame précieux quand on s'intéresse de près à la langue anglo-saxonne et qu'on veut arrêter de faire des anglicismes. ou de traduire n'importe comment, ce qui arrive hélas pas mal sur Internet. Il y a aussi un projet sur lequel que tu travailles en parallèle qui s'appelle Photo Situ, qui fait d'ailleurs la part belle à la composition d'images. Tu peux nous en parler, nous en dire quelques mots ? Oui, alors Photo Situ, c'est en fait un projet un peu atypique qui est assez difficile d'accès puisqu'il est basé sur des principes du mouvement situationniste qui était le plus artistique des mouvements politiques et le plus politique des mouvements artistiques. Et il est basé sur deux notions de ce mouvement qui sont la dérive que pratiquent sans trop le savoir les gens qui font de la photo de rue, c'est-à-dire changer d'ambiance urbaine rapidement et puis voir ce qui s'y passe et donc dans mon cas photographier, et sur la psychogéographie qui est une autre notion situationniste qui consiste à être sensibilisé en fait là encore aux ambiances et donc à être extrêmement réceptif à ce qui se passe. Alors évidemment photo situ c'est un peu trash parce qu'il y a des rebords de trottoirs, il y a des poubelles, il y a de l'urbanisme ravagé, des choses comme ça. C'est pas le pari des JO. Hein. C'est pas le pari des JO, pas du tout. C'est pas du tout le but, mais c'est un pari auquel je suis sensible. Et pour que ce ne soit pas trop trash, pour qu'on ne se dise pas que c'est du n'importe quoi, au niveau de la composition,
c'est absolument nickel carré. Je ne me lance pas des fleurs, mais là, au jour d'aujourd'hui, il y a 94 photos. Je me défie n'importe qui de trouver une photo qui ne soit pas cadrée nickel. C'est un point qui est hyper important de photo situ. Et on les voit où, ces photos ? Alors, on les voit sur mon site www.bernardjolivalt.com et là, il y a un lien direct dessus. Parfait. Allez, on attaque notre émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Laowa lance un 15 mm cookie. L'homographie se lance aussi dans le demi-format et on connaît les 2 lauréats de l'édition 2024 du prix Richard Martin. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Oubliez les pancakes et bienvenue au cookie. Le constructeur chinois Laowa lance une nouvelle focale fixe ultra compacte et légère, ultra grand angle et dans presque toutes les montures du marché. Le nouveau 15 mm f5 Cookie Full Frame couvre, comme son nom l'indique, le full frame et est décliné en monture Sony E, Canon RF, Nikon Z, Leica M et L-mount. Conçu pour le paysage, la street ou encore la photographie d'architecture, par exemple, cet objectif intègre une formule optique composée de 13 lentilles réparties en 9 groupes. C'est un objectif à mise au point manuel qui offre une distance minimale de 12 cm avec donc un rapport de grossissement de 0,2 fois pour la photographie rapprochée. Il est assez peu lumineux, avec une ouverture maximale de f5 associée à un diaphragme à 5 lamelles avec effet étoile. Autrement dit, les sources de lumière ponctuelles dans l'image se transforment en magnifiques étoiles à 10 branches. Les versions en monture Sony E et Nikon Z sont équipées d'un système de présélection automatique du diaphragme. L'objectif communique donc avec le boîtier, il est possible de changer la valeur de diaphragme directement depuis l'appareil. Une prise USB-C est aussi présente pour d'éventuelles mises à jour de firmware. On retrouve aussi une bague manuelle de réglage du diaphragme sur les autres montures. Il est particulièrement compact et léger, la version Sony et Nikon mesure 3,5 cm de long et pèse 134 grammes, et la version Canon Leica L-mount, pour sa part, mesure 2,4 cm de long et pèse 104 grammes. L'objectif bénéficie d'un très beau design rétro et d'une finition métal. Il est aussi décliné en 2 coloris, noir ou argent. Le nouveau Laowa 15 mm f5 Cookie FF pour full frame est proposé au prix de 490 €. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle mode du demi-format argentique ? Après le Pentax 17 cette année, voilà que l'homographie se lance également sur le créneau avec un nouveau boîtier, le Loomourette. Le Lomographie Loomourette est donc un petit appareil photo argentique, type toy caméra, tout plastique, avec une promesse, celle de réaliser pas moins de 72 photos sur une seule pellicule 135 mm de 36 poses. Le concept de demi-format consiste à proposer un cadrage d'exposition verticale 2 fois plus petit que le traditionnel 24-36 mm. Sur 36 poses, on peut donc réaliser 2 fois plus de photos, soit 72 vues au total. L'appareil en lui-même est ultra basique, une focale fixe de 24 mm à ouverture fixe f8, une seule vitesse d'obturation au 1/60 de seconde, un mode pose longue, un mode exposition multiple et un flash électronique externe. Le Lomographie Loomourette est décliné en 3 versions. Classic Edition avec un look rétro chic en bleu et noir inspiré des années 60. Picnic Edition, une version fraîche et pétillante en vert menthe et crème. Et Water Lily Edition, une édition artistique ornée de l'iconique peinture Les Nymphéas de Monet. Comptez entre 70 et 80 € et pensez à investir dans une bonne paire de ciseaux si vous souhaitez séparer les images qui seront développées et tirées par paire dans les laboratoires. Et pour terminer, on connaît désormais le lauréat professionnel de l'édition 2024 du prix Richard Martin organisé par l'équipe en partenariat avec Canon. Bien entendu, la photographie lauréate a été réalisée durant les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais à plusieurs milliers de kilomètres de la capitale française. C'est l'une des images les plus marquantes de ces Jeux Olympiques qui a fait le tour du monde via les réseaux sociaux. Elle est signée du jeune photographe de 24 ans, Lilou Valero, et montre le surfeur brésilien Gabriel Medina en sortie de vague dans les airs, doigts pointés vers le ciel, avec son corps parfaitement parallèle à sa planche de surf, située juste derrière lui.
Côté amateur, la victoire a été attribuée à Agathe Monnier, 25 ans, et une image crépusculaire de la sortie de scène de Rafael Nadal au premier tour de Roland-Garros le 27 mai dernier. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Bon, décidément, la Chine continue de dérouler sa machine implacable de nouvelles optiques. Bon, là, il n'y a pas d'autofocus, mais sur le papier, c'est assez cool, moi, je trouve, ce nouveau petit grand angle. Les cookies, c'était pas des gâteaux pour Noël, là? Si. Bientôt, on va avoir les crêpes, les pancakes, on les a déjà. Je sais pas, chaque semaine, il y a de nouveaux objectifs. Les tartes normandes. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis... je sais pas trop quoi en penser. J'ai bien aimé la dernière fois l'annonce du Viltrox Pancake. Ouais. AF, relativement lumineux, je crois que c'était un F4, bon pour un 28 ça allait encore. Relativement pas cher du tout surtout. Oui c'est ça, qui avait l'air pas si mal, nos confrères de Phototrend l'avaient eu en main et avaient l'air plutôt de lui tresser des louanges. Faut attendre les tests, mais bon c'est un marché qui est en ébullition. Chaque semaine, on a de nouvelles choses qui débarquent. Donc, faut quand même faire du tri dans tout ça et pas trop s'emballer. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut sauter dessus. Celui-là, il est pas cher, 490 €. C'est pas. Oui, en plus, voilà. Faut regarder quand même à deux fois. Même si ça met encore un peu plus en relief les prix stratosphériques proposés par les marques qui fabriquent les appareils. Ouais. Et d'ailleurs, niveau objectif, petite info en passant. Tamron vient de mettre à disposition une nouvelle mise à jour de firmware pour son 70-180 mm f2.8 constant G2 qui rend désormais l'objectif compatible avec les 120 images par seconde en rafale proposés par le Sony A9 III. Parce que souvent, quand on va sur des objectifs de constructeurs tierces, donc évidemment l'autofocus, tout ça, ça fonctionne très bien, mais on peut avoir dans certains cas des limitations et notamment en ultra haute vitesse et les 120 images par seconde de la 9.3. Oui, enfin il reste quand même une limitation, je crois, et pas des moindres. Si je dis pas de bêtises, c'est que ça c'est valable pour le mode AFS et pas pour le mode AFC avec suivi. Ça reste quand même une grosse limitation. Bernard, tu bosses avec quoi toi comme matos de prise de vue? Est-ce que tu as toujours ton D300S? Alors, je bosse avec du matos qui a fait ses preuves, donc que je garde longtemps. Je suis, hélas pour vos annonceurs, pas le genre de bonhomme à sauter sur le nouveau matériel. T'es pas passé à l'hybride, tu veux dire, c'est ça? Si, je suis passé à l'hybride, notamment le Fuji X Pro 3, qui est une vraie petite merveille. Oui, bon. Tout à fait. Et en fait, je suis passé à l'hybride parce que le Nikon réflexe pour faire de la photo de rue, quand les gens se retournent parce que ça claque comme une machine à coudre, ça pose problème. Donc le Fuji, j'en suis tout à fait satisfait. J'ai dessus en général une optique qui est en équivalent 40 mm, qui est une optique que j'aimais beaucoup parce que je l'avais sur mon Leica CL dans le temps en argentique. Et c'est l'optique qui est la plus proche de la diagonale du 24-36. Benjamin, tu voulais évoquer un projet? D'abord, je voudrais revenir sur le prix Richard Martin, dont on a parlé dans le Flash Actu, parce que c'est vraiment un très beau prix qui est géré aujourd'hui par Franck Séguin, qu'on a souvent reçu ici à ses micros, et Géraldine Catalano, qui est l'actrice en chef de l'équipe MAG. Et ce week-end, ils ont fait une très belle édition avec un portfolio. Alors, la photo gagnante, donc, c'est un cliché du surfeur brésilien Medina dont tu as parlé. Et pourtant, c'est pas le seul photographe qui a pris une photo spectaculaire de ce surfeur à ce moment-là, puisqu'on avait beaucoup parlé de la photo du photographe de l'AFP, Jérôme Brouillet. Alors bon, après, c'est des concours, il y a des participations, mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec aussi les performances des appareils décuplés, avec une photo aussi spectaculaire, mais prise par plusieurs photographes. Et donc, notamment, la forme de la planche n'est pas la même d'un cliché à l'autre. Elle peut être verticale chez l'un, horizontale chez l'autre. La photo reste absolument incroyable. Et juste pour revenir à l'équipe, donc le week-end dernier dans l'équipe MAG, il y avait une magnifique interview de Salgado. Salgado qui, il se trouve, est un grand fan de photos de sport, qui a très peu couvert le sport parce qu'il dit qu'il serait incapable de le faire. Il est trop peut-être impliqué là-dedans. On se souvient que quand on l'a reçu ici, son fils nous confiait qu'il séchait certaines soirées lors des rencontres d'Arles pour regarder jouer l'équipe du Brésil.
Et vraiment, c'était un beau lien aussi créé entre toute l'esthétique de Salgado rapportée au sport. Et si vous avez l'occasion de relire cette interview, je vous y invite. Bon. Et pour terminer, je précise juste aussi une petite info en passant que le Nikon Plaza va accueillir une exposition jusqu'au 4 janvier prochain du photographe Jérémy Villet, à qui on a consacré une émission au coin du feu. Je crois que c'était en saison 7, je dirais, quelque chose comme ça, sur son projet hiver dernier, et que il y a une soirée de rencontre avec Jérémy qui est prévue le 19 décembre, mais sur inscription. Donc voilà, allez sur le site de Nikon si ça vous intéresse. Benjamin, tu voulais évoquer une dernière chose ? Oui, rapidement, nous approchons doucement de la fin de la saison et j'aimerais saluer l'initiative d'un de nos fidèles auditeurs, Gilles Le Goff, qui lance avec son compère Samuel Bass, dans le cadre de leur société Bon Plan, un projet photo et vidéo qui vise à révéler les violences subies par les femmes, mais aussi les hommes, et montrer des voies vers la guérison et promouvant l'accès à des refuges, du soutien psychologique ou une assistance juridique, le tout au travers de portraits individuels agrémentés de QR codes pour accéder à des vidéos. Le nom de la campagne, c'est Déclic, clic en majuscule, réalisé avec le groupe SOS, à voir sur le site Bon Plan, au pluriel. Parfait. Allez, on clôture le Flash Actu cette semaine là-dessus. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire traditionnelle, ta story. Et aujourd'hui, tu nous parles d'un livre consacré au grand photographe chilien Sergio Larraín, où il est forcément question de composition. La story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Qui était vraiment Sergio Larraín ? Pour la journaliste et critique d'art Catalina Mena, qui lui consacre un portrait en forme de livre, le mythique photographe chilien a longtemps été un oncle mystérieux, parti vivre au sommet d'une colline, isolé du reste du monde. Lorsqu'il meurt, en 2012, à l'âge de 80 ans, elle découvre l'ensemble de son œuvre photographique, qui va bien au-delà de ses chefs-d'œuvre pris à Valparaiso et Londres dans les années 50. Catalina Mena a déjà cherché à savoir par le passé qui était ce grand photographe, le seul de nationalité chilienne à avoir jamais intégré l'agence Magnum, en interrogeant sa mère, ses tantes, ses cousins, les enfants de Sergio Larraín, tout en enregistrant leurs conversations. Jusqu'à essuyer le refus de la part de ces derniers qui finissent par en avoir assez de parler de leur père. Pour comprendre ce qui a poussé cet homme au sommet de son art photographique à rompre avec l'agence Magnum à la fin des années 60, puis à vivre en ermite, elle remonte à son enfance. Elle s'intéresse à la figure paternelle, architecte de renom, charismatique et incontrôlable. Elle revient sur les études en ingénierie forestière qu'entreprend Sergio Larraín aux États-Unis, alors qu'il est tout juste majeur en 1945. Il y troque sa flûte traversière pour un Leica, qu'il achève de payer en faisant la plonge dans des restaurants. L'outil devient son fameux rectangle dans la main. Il revient au Chili 2 ans plus tard, suite à la mort de son petit frère âgé de 8 ans, un épisode qui le marque à vie. Après avoir rencontré René Bury, il fait la connaissance d'Henri Cartier-Bresson. Il montre son travail sur les enfants de rue à Santiago, au cofondateur de Magnum, ce qui lui ouvre les portes de l'agence à l'aube des années 60. Il a alors 28 ans. Il fait sensation au cours de son premier reportage sur la mafia sicilienne, parvenant à photographier un boss redouté en pleine sieste, à son domicile. Il enchaîne les reportages dans le monde entier. Très sceptique sur la vitesse à laquelle il pratique son métier de reporter, il fait part de ses tourments à Cartier-Bresson. Il est alors assailli par des questions existentielles, très exigeant sur son art, farouchement opposé au système capitaliste, et déjà, à l'époque, soucieux de l'environnement. Il quitte Magnum à la fin des années 60, puis, terrorisé par la guerre froide et le régime de Pinochet, arrivé au pouvoir au Chili en 1973, il s'éloigne peu à peu de la civilisation. Il publie des photos jusqu'en 1978, puis il vit comme un ermite, sans frigo, ni télé, ni radio, ni courrier électronique, ni téléphone, ni sonnette. Il renonce à l'acquisition de biens matériels et à l'usage de la voiture. Végétarien, adepte du yoga, il passe ses journées à peindre, à écrire, écouter de la musique classique. Il écrit des poèmes, parfois illustrés de photos ou de dessins, des satori, sorte d'ancrage méditatif dans le moment présent. Valparaiso, une nouvelle fois publiée en 1993 selon une maquette qu'il a lui-même conçue, à partir de 40 ans de photographie dans la ville,
accompagné de ses notes manuscrites, devient un livre culte. Lui qui dit avoir été pris d'une fièvre aux dimensions verticales à Valparaiso, donne à voir sa déconcertante maîtrise du cadre et de la géométrie, autant que son empathie pour les enfants des rues, les personnes sans abri et les plus démunis. Les seuls sujets qui avaient du sens aux yeux de ce flâneur ascète et mystique. Pour le prix Nobel de littérature Pablo Neruda, auteur de l'introduction du livre, qui prétendait faire le tour du monde en parcourant les innombrables escaliers de la ville, Sergio Larraín était le vagabond de Valparaiso. Il y a d'autres livres qui sont consacrés à ce photographe, mis à part Valparaiso, là, dont tu parlais? Tout à fait. Il y a donc Valparaiso qui est vraiment un livre fabuleux en termes d'editing. C'est une sorte de modèle qui a été publié une première fois et puis qui a été republié quelques années plus tard parce que Larraín avait entre-temps fait sa propre maquette agrémentée de dessins, de notes. Donc il y a celui-là. Il y a Londres, bien évidemment, une série tout aussi importante dans son œuvre. Et le fameux Petit rectangle dans la main, un livre assez formidable dans lequel il fait part aussi de réflexions très personnelles avec quelques images prises dans les années 50. C'est une des toutes premières qu'il prend d'ailleurs, c'est à Valparaiso en 52, une petite image de deux fillettes dans la rue, comme ça, de silhouettes de fillettes descendant les escaliers en noir et blanc. Donc c'est assez magnifique. Et donc ce livre, Sergio Larraín, La photo perdue, c'est une sorte d'essai de 160 pages donc, qui a été commis par sa nièce, qui est édité par l'atelier EXB, qui est dirigé par Agnès Cyr. Agnès Cyr, il faut savoir que c'est l'ancienne directrice artistique de Magnum. Elle est directrice de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Elle est intimement liée à l'histoire de Sergio Larraín et de ses parutions, puisque c'est grâce à elle en fait, que les livres ont vu le jour. Elle entretenait une relation manuscrite étroite avec lui. Et c'est presque elle qui l'a convaincu d'éditer en fait, ses photos, alors qu'il avait renoncé à toute publication depuis la fin des années 70. Bernard, toi, en tant que spécialiste de la street photographie, j'imagine que tu connais déjà un peu le travail de Sergio Larraín. Tu as d'autres photographes comme ça qui t'inspirent, des grands maîtres en termes de composition que tu pourrais nous partager? Oui, je connais donc le travail de Sergio Larraín, assez peu à vrai dire, parce que c'est un personnage qui n'a pas été autant médiatisé que d'autres grands maîtres. Sinon, en fait, je me réfère régulièrement à Henri Cartier-Bresson. Évidemment, pour beaucoup de gens, Cartier-Bresson, c'est l'instant décisif. C'est une appellation que dans la biographie que lui a consacrée Pierre Assouline, il réfute, parce qu'en fait, elle a été piquée par les Américains dans le texte en exergue de son livre « Photo à la sauvette ». C'était un texte du cardinal de Retz. Et en fait, Henri Cartier-Bresson est d'abord un maître de la géométrie. Et là, évidemment, sur la géométrie, il s'est largement expliqué, il a donné largement d'interviews sur le sujet. Et pour lui, la base, c'était le nombre d'or, c'était le cadre, c'était les lignes, les volumes. Bref, c'est avant tout un géomètre. Et d'ailleurs, dans Valparaiso, on peut lire, dans le livre Valparaiso, on peut lire des extraits, des reproductions d'échanges épistolaires entre Sergio Larraín et Cartier-Bresson, parce qu'ils échangeaient beaucoup. Ils se connaissaient très bien, ils s'admiraient l'un l'autre. Et il y avait un sens de la géométrie très aigu aussi chez Larraín, qui préférait, lui, souvent le détourner, jouer avec. Il n'hésitait pas, justement, à casser les règles, en fait, à couper des sujets dans tous les sens, etc. Et pour finir, je vais vous citer un petit extrait, une citation de Sergio Larraín sur ce sujet qui disait « La réalité visible est le fondement du processus photographique et le jeu consistant à organiser un rectangle, la géométrie. Le rectangle dans la main, l'appareil photo, c'est ce que je cherche. La photographie, ce qui est donné par la géométrie, le sujet. » Bon, merci Benjamin pour cette story. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer cette grande discussion avec toi Bernard sur la composition d'images. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Chez Sigma, la photographie nous tient à cœur. Entreprise familiale et marque de premier plan dans le monde de la photographie, nous sommes reconnus pour la qualité de nos objectifs et de nos boîtiers intégralement fabriqués dans notre usine d'Aizu au Japon. Depuis 1961, nous proposons des produits innovants et ultra qualitatifs exclusivement liés à la photographie et à la vidéo.
Nous pensons que tout moment choisi pour être photographié ou filmé est un moment spécial qui revêt une signification unique. Faire partie de ces moments, y apporter le meilleur de nous-mêmes est la mission la plus épanouissante que nous puissions imaginer. Découvrez nos produits et leur philosophie sur sigma-photo.fr. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Bernard Joliva pour cette émission consacrée à la composition d'images. Alors, bien entendu, c'est impossible de traiter de manière exhaustive ce sujet en 50 minutes. On va donc se focaliser en se basant sur les témoignages de photographes spécialisés dans différentes disciplines sur 10 conseils à appliquer ou à avoir en tête quand on travaille la composition de son image. Alors on va le voir, certains conseils peuvent s'appliquer à tout type de photographie, d'autres seront naturellement beaucoup plus spécialisés. Et on commence donc par écouter le photographe Benoît Collomb, spécialisé dans la photographie de paysage. Il nous partage quelques conseils de composition pour réussir à sublimer en images les grands espaces. Alors, la principale difficulté en photo de paysage, notamment en photo de montagne, c'est de restituer une scène, donc un paysage que l'on voit nous en 3D, sur un support en 2 dimensions. On entend souvent dire cette phrase-là, oui, c'était vraiment plus beau, et là, je n'ai pas réussi à restituer vraiment ce que je voyais. Alors, effectivement, il faut réussir à recréer de la profondeur, et pour ça, donc, il y a plusieurs techniques. Donc, ça va être de recréer 3 plans. L'utilisation du grand angle permet donc de travailler sur sa composition avec des éléments que l'on a très proches au premier plan. Donc le premier conseil que je pourrais donner, avec un usage donc entre 16 et 18 mm, on va dire, ce serait de ne pas hésiter à être mobile, surtout ne pas rester statique, et donc de tourner autour du sujet une fois qu'on a identifié le sujet que l'on veut photographier et mettre en valeur. Et ensuite, donc, utiliser la règle des tiers. Donc, c'est une règle que souvent on a entendu parler, ou en tout cas, dans les appareils que l'on a aujourd'hui, vous avez la possibilité d'afficher des repères. C'est un quadrillage, donc, qui va nous aider à centrer, à positionner, en fait, les sujets dans des points de force. Et les points de force, ça va être les lignes, les intersections en fait des lignes. Donc, il faut éviter, en tout cas dans la majorité des cas, de positionner la ligne d'horizon à 50-50 et plutôt utiliser cette règle de tiers et donc positionner la ligne d'horizon à 1/3, garder 1/3 de ciel, 2/3 de paysage, ou l'inverse si on veut mettre en valeur le ciel, 2/3 de ciel et 1/3 de premier plan. Voilà, donc ça, ce sont les règles vraiment académiques de la photo. Elles fonctionnent quand même dans beaucoup de cas. Il est important de les connaître, ces règles, pour pouvoir ensuite les transgresser en fonction de certains cas où, à l'inverse, on va avoir des cas où il vaut mieux centrer le sujet et dans d'autres cas, voilà, vraiment le décentrer, en tout cas, utiliser donc ces points de force pour placer ses sujets et donc composer son image. C'est une technique que j'utilise parfois d'inclure un élément humain pour renforcer voilà, la notion d'échelle. Les arbres ne sont pas voilà, des rapports d'échelle, ils peuvent être de différentes tailles. En tout cas, un élément animal ou humain permet voilà, de donner un ordre de grandeur et d'échelle à la scène. Alors, outre l'importance du point de vue, sur lequel on va revenir un petit peu plus tard dans notre discussion, Benoît, il met l'accent sur 2 aspects intéressants, cette fameuse règle des tiers et le rapport d'échelle. D'où ça vient, Bernard, finalement, cette règle des tiers? Ça date d'avant l'invention de la photographie, non? Donc, la règle des tiers, en fait, remonte au XIVe siècle, probablement, et elle a été établie, en fait, par les peintres. Mais, comme le disait, en fait, le photographe, c'est une règle académique. Il ne faut pas s'y tenir. Évidemment, il est bon de l'avoir à l'esprit, de savoir qu'un sujet qui se trouve à tel emplacement, à tel croisement de lignes est mis en valeur. Mais, comme il le dit aussi, il faut savoir la transgresser. Quand vous avez un très beau ciel, il vaut mieux que le ciel occupe pratiquement les 9/10 avec une ligne d'horizon qui est vraiment tout en bas, tout en bas au bord de l'image,
pour montrer ce ciel absolument magnifique et ne considérer le paysage que comme un point de repère pour le mettre en valeur. Maintenant, quand il inclut des personnages dans le cadre, il faut quand même faire attention à un détail, c'est que dès qu'un personnage est inclus dans l'image, il attire immanquablement l'attention. C'est-à-dire qu'on le voit en premier et le sujet, ce qu'on voulait montrer, devient secondaire. Donc il y a un dosage très précis qui doit être fait entre le fait d'animer l'image avec un personnage et le risque de voir le spectateur s'accrocher à ce personnage et ne plus voir le reste. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a un truc qui n'est pas simple, je trouve. Il parle du quadrillage. Donc on peut ajouter désormais aussi, c'est très facile sur les appareils modernes, on peut incruster directement un quadrillage lié à la règle des tiers dans l'appareil. Et ça, je trouve que c'est à la fois bien, parce que du coup ça donne des repères et ça incite à respecter cette règle, et notamment à positionner un éventuel sujet fort sur ces règles des tiers. Mais d'un autre côté, ça amène un biais, c'est qu'on va la chercher en permanence. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas, et désormais, j'ai tendance plutôt à la désactiver pour me laisser un peu plus de libre arbitre en fait dans la composition. Et alors, Henri Cartier-Bresson, dans la préface célèbre de son livre Photographie à la sauvette, avait à un moment déploré le moment visionnaire au début des années 50, de dire que si un jour on se retrouve avec des cadres, des lignes, toutes sortes de choses dans le viseur, c'est quasiment la fin de la photographie. Bon, c'est pas tout. On peut pondérer, c'est un peu extrême, on peut pondérer le sujet. Mais je pense que... pas en désaccord avec ça. Hein. Oui, je pense que d'une part, la règle des tiers, c'est simplement une base de travail. Il ne faut pas la considérer comme quelque chose d'absolu. Moi, je n'affiche pas ce cadre dans le viseur. J'estime simplement l'emplacement en fonction aussi du reste. Parce que si on place, par exemple, le sujet sur l'intersection entre une verticale et une horizontale, donc sur un fameux point fort, on risque aussi d'oublier tout le reste. La composition, c'est pas seulement placer le sujet à un endroit précis. Beaucoup de débutants oublient un détail au niveau du cadrage, c'est que ce qui est aussi important que ce qui se passe sur les points forts ou au centre de l'image, c'est la bordure. Et c'est souvent là qu'on détecte les défauts de cadrage. C'est quand on oublie les bords de l'image qui sont extrêmement importants puisqu'elles délimitent ce qui doit être inclus de ce qui doit être exclu. Ah, moi, il y a un truc que j'aime bien par contre avec ces repères de cadrage dans le viseur, c'est que ça permet de pouvoir mettre les horizons bien horizontaux. Non, mais tu as d'autres outils pour ça. Oui, il y a d'autres outils, mais ça permet de le faire aussi. Et les outils aujourd'hui sont tellement performants que tu as à la fois l'inclinaison, donc tu peux gérer l'horizon, on va dire le paramètre horizontal, vertical et même les obliques. C'est vraiment très très bien foutu et ça t'évite, parce que Bernard a tout à fait raison, je suis vraiment d'accord avec ça, c'est que à partir du moment où tu commences à chercher vraiment à chaque fois le point de force, tu en oublies un peu le reste. Et dans une composition minimaliste encore, ça peut passer, mais quand tu es dans un environnement qui contient beaucoup d'éléments ou beaucoup de couleurs, si on travaille en couleurs, etc., ça peut perturber. Bernard, il y a un lien finalement entre cette règle des tiers et ce qu'on appelle la règle du nombre d'or et la spirale de Fibonacci, ou pas du tout? Elle est relativement ténue. Disons que la règle des tiers, elle est assez facile à mémoriser et on peut se passer en fait des lignes dans le viseur parce qu'on voit grosso modo où ça se passe. La règle, le nombre d'or, alors le nombre d'or, évidemment, je donne la formule, c'est racine carrée de 5 plus 1 l'ensemble divisé par 2. Ça nous donne 1,1618, c'est à peu près le rapport longueur-largeur du 24-36. C'est une règle évidemment à laquelle Cartier-Bresson tenait énormément, mais je ne pense pas qu'elle joue tant que ça. Moi, je suis un fervent du cadrage carré. C'est le cadrage du relais flex, le cadrage de la Sellblad d'antan, et qui apporte lui aussi un équilibre. Quant à la règle de Fibonacci, alors là, j'ai toujours trouvé qu'elle était un peu tirée par les cheveux. On l'applique en général après coup. Ça consiste à créer une spirale à partir du sujet
vers le bord de l'image, une spirale qui s'écarte de plus en plus du centre et qui est basée sur la suite de Fibonacci, dont chaque nombre est la somme des 2 chiffres précédents. Je défie n'importe quel photographe dans le feu de l'action de mettre cette règle en valeur. On peut afficher cette spirale dans le viseur sur certains boîtiers d'ailleurs. J'en ai parlé dans mon livre parce que j'étais bien obligé d'être exhaustif, mais franchement, appliquer la suite de Fibonacci à une photo au moment de la prise de vue, non, c'est un peu trop. Je pense que déjà, la règle des tiers déjà me paraît déjà relativement restrictive. Et il ne faut pas oublier, puisqu'on parlait des grands maîtres, il y en a un que j'affectionne, c'est Robert Frank, qui avait donc fait son livre « Les Américains », dont les Américains n'ont pas voulu. Il a été publié chez Delpire en France. Et quand les Américains l'ont découvert, et notamment au travers d'un magazine qui était Popular Photography, qui était un magazine extrêmement conservateur et carrément réac, ils ont carrément parlé de tirage complètement charbonneux bouché, et surtout des cadrages inclinés qu'ils avaient en fait qualifiés de cadrage éthylique. Et en fait, le cadrage incliné, à un moment, était la mode d'ailleurs chez les photographes il y a quelques décennies. Il suffisait de pencher l'horizon et puis ça prenait tout de suite une valeur artistique. Mais on ne fait pas un cadrage incliné n'importe comment. Ce qu'on appelle la photo ninja en soirée. Exactement. Au flash. Oui, ou les pieds dans le tapis et ça a déclenché. En tout cas, là, on parle beaucoup de théorie. Et c'est important. C'est très important la théorie. Il y a une chose qui convient de distinguer d'emblée, tu l'as dit un petit peu, tu as parlé du ratio 24-36, donc qui est important, tu as parlé du format carré. En fait, il faut vraiment parler de composition et de format, parce qu'aujourd'hui, on a des appareils, notamment en grand format chez Fuji, où on peut faire du 4/3, on peut faire du format carré, on peut faire désormais du panneau, du 65-24 sur certains boîtiers, un peu à la X-Pan. Donc, il y a des choses qu'on va dire, peut-être la règle des tiers et tout, qui vont être valables pour certains ratios, mais qui le seront peut-être pas pour tous. Donc, il faut être conscient juste de cette petite nuance, quoi. Il y a aussi, dans cette réflexion autour de la composition, que ce soit en paysage ou ailleurs d'ailleurs, cette idée de réussir à guider le regard du spectateur. Il y a un sens de lecture, non, pour une image, c'est comme un bouquin, ça va de la gauche vers la droite. C'est pas exactement ça. Il y a des phénomènes de vision, en fait. C'est-à-dire, par exemple, on sait que dans une photo, quand on regarde une photo, le regard se porte tout naturellement vers la partie la plus claire de la photo. C'est ce qui fait que, par exemple, on utilise parfois le vignettage pour obliger le regard à se porter au centre. Comme je l'avais dit précédemment, quand dans une photo, il y a un élément vivant et surtout humain, le regard se dirige d'emblée vers cet élément vivant. Donc, il faut faire attention à la hiérarchie des éléments qu'on place dans une photo. Et placer, par exemple, un humain juste pour donner de la vie à la photo, ça peut être valable si on maîtrise la situation. Ça peut, comme je l'avais expliqué précédemment, ça peut fausser complètement le message parce qu'on ne voit plus que ce personnage, on ne voit plus le reste. Bon, allez, on continue et on change d'univers avec le photographe Bertrand Bernager, ambassadeur Sony et spécialisé dans la street. Il nous livre ses conseils. Alors, mon conseil primordial pour la photo en reportage sur le terrain, c'est un conseil que m'avait donné mon professeur de flux numérique et reportage en école de photo. Il s'appelait Thierry Béguin et il m'avait dit « Bertrand, en photo, on doit toujours faire un pas de côté ». Et donc, en photo, moi, j'utilise toujours le principe du pas de côté. Qu'est-ce que c'est le pas de côté? C'est typiquement, on va prendre une première photo et au lieu de se dire « c'est bon, la photo est parfaite comme ça », on va tenter de prendre la même photo en prenant du recul, en s'avançant, en se décalant. Et en faisant ce fameux pas de côté, on va peut-être avoir un angle de vue plus pertinent, voir autre chose, voir un nouvel élément, une autre lumière. Et donc, j'adore travailler en mouvement. Dans le travail de photo de rue, il faut toujours être actif, être à l'affût. Et donc, ne jamais hésiter à se déplacer, tester d'autres angles de vue et aussi se dire que notre photo, elle n'est jamais réellement aboutie. En photo de rue, un reportage, on a énormément d'éléments du quotidien qui peuvent être un terrain de jeu incroyable. Donc j'adore utiliser le mobilier urbain, travailler avec les reflets dans les flaques d'eau,
travailler par exemple avec des reflets dans des vitrines, travailler donc avec par exemple des panneaux, des feux rouges qui donnent des reflets dans un sol mouillé. Il faut vraiment se dire que parfois des éléments du quotidien qui peuvent paraître presque disgracieux peuvent être un vrai avantage de composition, notamment faire du flou de premier plan avec, je sais pas moi, par exemple une poubelle ou un arbre, et donc apporter cette forme de 3D dans la photo avec par exemple un premier plan flou, avec peut-être une foule en premier plan pour mettre vraiment en valeur notre sujet à l'arrière-plan. La technique du cadre dans le cadre, c'est une technique de prise de vue et de composition qui est vraiment merveilleuse. Typiquement, j'adore faire des cadrages. On va avoir par exemple des arbres qui vont donc entourer l'image. On va donc avoir un premier cadre naturel. Et dans ce cadre, on va être plongé dans une scène. Donc l'avantage d'avoir un cadre dans le cadre, c'est qu'on va avoir une forme de dynamique de l'image avec des éléments qui vont rebondir entre eux. On va apporter un contexte. On peut aussi jouer avec la notion de ce qu'on appelle le hors-champ, c'est-à-dire donner de l'imagination au spectateur et au public qui va regarder une image et qui va s'imaginer qu'est-ce qu'il y a autour de notre photo. Et donc travailler avec, par exemple, soit des arbres ou, par exemple, une vitrine ou une fenêtre comme cadre dans le cadre, va vraiment donner envie de plonger dans l'image, apporter de la curiosité, apporter de la dynamique à l'image. Bon, il nous donne plein d'idées. Bertrand, il insiste aussi sur l'importance du point de vue. Avec sa réflexion du fameux pas de côté, comme il le dit, et il met le doigt sur l'importance de l'observation de l'environnement dans lequel on est quand on pratique la street photo. C'est ça la base, Bernard, c'est déjà de bien observer les choses et puis de jouer finalement avec ce qui s'offre à nous de manière naturelle. En fait, il existe autant de techniques de photos de rue que de photographes. En fait, Bertrand a sa manière à lui de photographier, ce n'est pas forcément celle d'autres photographes, ce n'est pas forcément la mienne. Sa photo est extrêmement intellectualisée, extrêmement réfléchie, mise en place en fait à la prise de vue. Apparemment, il se pose énormément de questions au moment de déclencher. Moi, je suis plutôt intuitif, c'est-à-dire que je lève l'appareil, je vois le cadre et la photo est prise. En réalité, j'ai déjà le cadre en tête avant même que je porte l'appareil à hauteur d'œil. Donc c'est une photo qui, en ce qui me concerne, est beaucoup plus spontanée, beaucoup plus rapide aussi. Souvent les événements sont extrêmement rapides dans la photo de rue, mais comme je disais, chaque photographe a son approche. Donc on ne peut pas parler de règles de base dans la photo de rue, et c'est ce qui en fait la richesse, c'est que il y a différentes manières de l'aborder, mais il y a quand même la règle de base, on y revient toujours, qui est de soigner le cadrage. Parce que sans cadrage, il n'y a pas de photo. Il y a peut-être quelque chose qui vous relie, même si effectivement vous avez deux univers très différents dans la street, c'est le mouvement. Parce que lui, il parle beaucoup de ça. Je l'ai vu à l'œuvre sur le terrain. Et il travaille beaucoup en focale fixe. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on peut faire des pas de côté avec un zoom. Donc on peut directement zoomer et ne pas bouger et on obtiendra des cadrages, des points de vue différents. Et lui, il arrive à faire des choses très intéressantes, à poser son regard en faisant, comme il dit, des pas de côté avec par exemple le 135 mm G-Master, qui est une optique que j'aime énormément aussi, qu'il utilise pas mal, ou un 50 mm comme ça. La focale fixe aussi a ce truc de essayer de chercher un cadre, un cadrage en se déplaçant, en se baissant, etc. Tu bosses aussi en focale fixe toi un peu, ou tu fais partie des feignants entre guillemets et tu prends des zooms? Je fais les deux. Avec le Fuji, je suis en focale fixe. Ça oblige à une certaine rigueur du regard. Avec le Nikon, j'utilise volontiers le zoom. En général, je pars du grand angle, c'est un transstandard, et je recale en fait mon cadrage en une demi-seconde. Je l'adapte en fait à ce que j'ai vu. Parce qu'en fait, au niveau du cadrage, ce qui est important, c'est ce que Ansel Adams, qui était un paysagiste, soit dit en passant, pas un photographe de rue, appelait Envision, qui est en fait la visualisation de l'image avant même qu'on déclenche. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose, ça s'imprime en fait dans mon esprit. C'est un processus qui est extrêmement rapide. Je vois l'image, il faut que je la prenne, je cadre, je déclenche. Ça se fait en 1, 2 ou 3 secondes. Il parle aussi de cet effet-là qui marche bien
du cadre dans le cadre, et on peut croire que c'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais si on est assez observateur, on se rend compte qu'on a plein de situations qui permettent de jouer comme ça avec un cadre dans le cadre. Pourquoi ça marche aussi bien, le cadre dans le cadre ? Je ne saurais le dire. C'est un procédé qu'il semble maîtriser parfaitement, que j'utilise extrêmement rarement. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au niveau humain. Je vois qu'un événement se déroule sous mes yeux, qui implique forcément un être humain. La photo de rue, c'est quand même avant tout photographier des gens. Et finalement, cette notion de cadre dans le cadre, pour moi, est relativement secondaire. Mais j'insiste pour moi, parce que apparemment, lui, la maîtrise tout à fait. Oui, puis il y a plusieurs manières de le faire. Il parlait, lui, d'arbres qu'il aime bien mettre en avant-plan. On parle souvent de flou d'arrière-plan, mais là, pour faire un cadre dans le cadre, on n'a pas forcément besoin d'une fenêtre ou d'un hublot ou de je ne sais quoi pour mettre sa composition à l'intérieur. On peut se servir d'éléments en premier plan et générer un flou pour qu'il délimite les contours d'un sujet. Ouais. On continue et on écoute le photographe animalier Hugo Ebb qui nous partage lui aussi ses conseils de composition en affût. Alors pour la photographie animalière, c'est toujours un peu particulier parce qu'il faut aussi avoir en tête que l'animal ne va pas forcément se placer forcément là où on l'espère, là où on le veut. Donc il y a toujours plusieurs méthodes. Il y a la méthode où on cherche l'animal, où on est actif, et la méthode où au contraire on attend, on se cache, et là c'est beaucoup plus simple du coup de créer un cadre. Et ensuite il faut aussi avoir en tête l'idée, le type de photo qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un portrait, un plan serré de l'espèce, ou au contraire est-ce qu'on veut avoir tout son environnement derrière? Alors quand on est en affût, pour construire son cadre, moi ce que j'adore faire, c'est que l'animal se retrouve pas au premier plan, justement. Donc pour ça, la technique est toute simple, c'est se mettre un peu au ras du sol et d'avoir en premier plan vraiment soit des herbes, soit de la neige, soit même des fois de la terre, une butte de terre ou même un rocher, pour essayer ensuite d'amener plutôt au second plan l'animal et dans le fond, un paysage qui est généralement flouté. Tout dépend du paysage aussi qui est derrière. Si c'est une magnifique montagne, évidemment, ça peut être intéressant de pas l'avoir complètement dans le flou. Donc, il faut jouer aussi avec les éléments. Et c'est vrai que cette technique pour obtenir un premier plan, c'est vraiment de se mettre au ras du sol. Souvent, on peut avoir tendance à mettre le trépied au niveau de la poitrine pour être bien installé, etc. Mais je trouve que ça casse, en tout cas, quelque chose. On a l'animal qui est là dès le premier plan et il manque un peu de profondeur, du coup, à la composition. Moi, ce que j'adore photographier, c'est surtout les yeux que j'essaie de placer vraiment au cœur de ma composition, donc vraiment au centre. Et parfois j'ai de la chance, parfois j'en ai pas, mais je peux avoir des regards directement vers ma caméra. Et là, il faut évidemment shooter en rafale parce que quand on regarde la photo, on peut se dire que l'animal il me regarde pendant 15 minutes, mais en fait, c'était un pur hasard, il m'a regardé une microseconde. Donc c'est pour ça que c'est très important de shooter en rafale à ce moment-là. Généralement, je centre mes animaux quand ils me regardent. Mais quand ils ont un regard plus vers l'horizon, ce genre de choses, c'est intéressant pour moi de les décaler légèrement et ne pas les avoir au centre, justement pour laisser vivre aussi justement là où il emmène son regard. Voilà, tout ça fait que la photographie animalière, au final, on dépend pas mal de l'environnement, de l'espèce en elle-même, mais il faut toujours garder en tête ce qu'on veut faire. Si dès le début on hésite, on se dit « Oh putain, comment je le prends comme ça », on va rater la photo. Il faut se définir dès le début, je pense, un type de photo. Une fois qu'on l'a fait, là, on peut passer au suivant et avancer comme ça. Donc, que ce soit Benoît, Hugo ou Bertrand, ils parlent tous de l'importance du point de vue, de créer de la profondeur dans l'image et l'importance du premier plan. C'est vrai, ça, quand même, que sur une composition, avec un point de vue qui n'est pas celui naturel d'un homme lambda à hauteur de regard, quand on se baisse au niveau du sol ou quand on prend un peu de hauteur, il y a un truc spécial qui se passe au niveau des images qui interpelle un petit peu plus le regard du spectateur, j'ai la sensation. Alors en fait, pour en revenir à la photographie animalière, la seule que j'ai pratiquée, mais dont je suis très content, c'est d'avoir photographié les chats d'Istanbul. Les chats, c'est aussi une photographie animalière. Ce sont des animaux qui sont extrêmement indépendants. En plus, à Istanbul, il y a tout l'environnement urbain. Pour ce qui est du point de vue, en fait, il ne faut pas oublier que ce qui est préconisé, c'est de se mettre à la hauteur du sujet.
qu'en photographie des enfants, il vaut mieux photographier à la hauteur du regard des enfants. Pour les chats d'Istanbul, il m'est souvent arrivé de me vautrer un peu par terre pour être à la hauteur des chats. Et à partir de là, la photo prend beaucoup plus de force. Parce que si vous restez sur le point de vue de l'homme debout ou de la femme debout et que vous photographiez un animal qui souvent est de taille beaucoup plus petite, ça arrive, vous faites un cadrage qui est relativement condescendant. Vous êtes en position dominante par rapport à ce que vous photographiez. Quand vous vous mettez à la hauteur du sujet, vous vous impliquez dans le sujet. Je ne dirais pas que vous vous identifiez au sujet, parce que s'identifier à un sanglier ou une bestiole de ce genre, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. Mais disons que ça crée quand même un rapport entre le sujet et la personne qui regarde qui est beaucoup plus fort qu'avec un cadrage oblique. Ça dépend. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, la plupart du temps, oui, et il faut se mettre à hauteur. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Sergio Larraín, la photo d'enfant, se mettre à hauteur des enfants pour ne pas être condescendant. Tu as tout à fait raison. En l'occurrence, là, je repense à une photo prise par Hugo Epp, qu'on a entendue justement. Une photo au drone d'une tortue luth prise en Guyane sur une plage. Donc, c'est une espèce protégée. Donc, la photo est prise aussi avec des autorisations. Parce que faire voler un drone au-dessus d'une tortue comme ça... normalement, ça ne se fait pas. Il avait l'autorisation parce qu'il est photographe du WWF France. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit tout l'effort fait par l'animal pour aller à la mer. On voit toutes les traces, en fait. Donc, cette ligne qui traduit tout cet effort. Et la vue aérienne permet, en fait, d'avoir à la fois ce graphisme et donne une information et un point de vue insolite qui est assez bouleversant. Donc parfois, peut-être, prendre du recul, et en l'occurrence beaucoup de recul, permet d'avoir un point de vue, une composition totalement différente et séduisante. Alors il y a aussi la notion de profondeur dans l'image qui peut être intéressante, il en a parlé. Il y a pas mal de paramètres sur lesquels on peut jouer pour réussir à créer cette sensation de profondeur et restituer, comme le disait Benoît, une scène en 3D dans un environnement en 2 dimensions. On peut jouer avec la focale et on peut aussi jouer avec le bokeh et la profondeur de champ, c'est ça ? Oui, alors la profondeur de champ, c'est un élément qui est pas évident à maîtriser parce que dans certains cas, elle est recommandée, dans certains cas, elle ne l'est pas. Par exemple, si on choisit une faible profondeur de champ, avec le sujet qui est net et l'arrière-plan qui est flou, on obtiendra une photo qui peut être extrêmement graphique, mais qui retire le sujet de son contexte. Par contre, si on fait une photo avec une profondeur de champ extrêmement étendue, on se retrouve en fait avec un sujet qui est mis en situation. Donc le tout, c'est de savoir ce qu'on veut montrer. Et là, évidemment, ça demande une prise de décision et le choix du diaphragme en conséquence, très ouvert si on veut réduire la profondeur de champ pour isoler le sujet, ou fermer le diaphragme justement pour montrer l'environnement dans lequel il se trouve. Et puis quand on parle de profondeur de champ aussi, il y a une tentation qu'a évoqué Hugo dans son témoignage, c'est de cadrer très serré en photo animalière, donc de faire des compositions façon portrait en fait, de toujours avoir quelque chose d'un peu sensationnel. Il a fait de magnifiques d'ailleurs photos de tigres en Inde, le concernant. Et souvent, même quand on est un peu amateur comme ça, on se retrouve une première expérience en safari ou face à des animaux assez extraordinaires. On a un 150-600 et on va taper à fond de zoom et on va essayer d'avoir vraiment le regard comme ça, alors que on se rend compte que parfois, on peut avoir des photos magnifiques en les mettant en contexte, en mettant l'animal dans son contexte, en fait. Et là, en travaillant la composition au grand angle, ce qui est un exercice qui est compliqué. Donc, là aussi, question de profondeur de champ, on va avoir une photo peut-être au grand angle avec plus d'informations, plus de netteté, mais qui sera peut-être tout aussi belle, ou en tout cas dans une série qui va très bien rythmer la série avec des photos plus serrées qu'on aura prises. Donc, peut-être aussi penser des fois la composition en série. Mais ce qu'il faut dans ce cas, c'est multiplier les prises de vue quand c'est possible. Oui. Et ça, le zoom le permet. C'est d'utiliser le zoom. On fait souvent passer le zoom pour un objectif pour paresseux. Mais en fait, ça permet surtout dans un contexte où, comme le cas du tigre, je présume, la prise de vue, la fenêtre de prise de vue est relativement étroite, de passer d'un coup de poignet à un cadrage large pour faire justement un portrait contextuel en une fraction de seconde, de serrer sur le sujet, le tigre. Et dans le cas justement
toujours dans le cas du tigre, si on cadre trop serré, on ne voit plus où est le tigre. On peut le prendre aux zoos de Vincennes comme on peut le prendre en Inde. Donc faire une photo contextuelle, ça permet aussi de localiser le sujet sur le plan géographique. Tout à fait, mais tu as raison de préciser ça. Ouais, moi, j'aime bien des fois taquiner. La photo, c'est du mouvement la plupart du temps, mais dans des environnements contraints. La photo donc de tigre, probablement, mais je n'en ai pas fait, mais ça rejoint la photo de safari. C'est un environnement contraint, c'est-à-dire qu'on est à bord d'un véhicule dans lequel on peut très peu manœuvrer. Et là, le zoom devient un allié. Il y a un autre allié très important, pour parler aussi de nouvelles technologies, c'est la haute définition. Les capteurs de 60 millions de pixels, 45 millions de pixels autorisent des recadrages assez incroyables qui permettent aussi de varier un petit peu les plaisirs. Alors moi, je reviens 2 secondes sur cette notion de profondeur de champ et de bokeh, parce qu'on a souvent tendance à n'imaginer que la profondeur du flou de l'arrière-plan. Or, quand on veut donner vraiment de la profondeur à une image, on peut imaginer 3 plans. Un premier plan, le sujet principal de son image et son arrière-plan, et on peut jouer aussi avec la profondeur de champ et notamment ce fameux flou d'arrière-plan. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait la mise au point sur son sujet, donc sur un plan défini de la scène qu'on veut photographier, la zone de netteté, la zone de profondeur de champ se répartit 1/3 en avant du sujet et 2/3 en arrière. Donc en fonction de l'ouverture et de la focale et de la distance par rapport à son sujet, on a aussi cette possibilité de jouer avec le flou sur le premier plan. Bernard, quand on fait de la photo sur le vif, que ce soit du reportage, de la photo de rue, de la photo animalière, et on va le voir aussi un petit peu plus tard en photographie d'action et de sport, il y a du coup c'est quand même une notion d'instant décisif qui est fondamental finalement dans la composition d'une image. Il faut être anticipé et être prêt. En réalité, pour beaucoup de photos, et je vois ça quand je revois mes images sur l'ordinateur et précédemment sur les planches contact, on se rend compte qu'une situation est évolutive. Si on attend l'instant décisif pour déclencher, on risque de se rendre compte qu'il est passé et que l'événement n'est plus aussi décisif que précédemment. Et non, parce que désormais, il y a le ProCapture. Il y a des outils incroyables qui sont... Alors, chez OM System ProCapture, chez d'autres, le Pré-Capture, etc., etc. Cette merveilleuse technologie qui nous permet de capter l'action avant la pression sur le déclencheur. Je suis de la vieille école. Mais c'est un peu convecteur spatio-temporel intégré dans le boîtier, quoi. Non, mais c'est pas ça, c'est toute la poésie de l'instant décisif que tu as un petit peu démonté tout à l'heure, et tu as eu raison de remettre dans le contexte par rapport à ce que Cartier-Bresson entendait par là aussi, et réfuté par ailleurs, mais tout ça est un peu cassé avec des cadences à 120 images par seconde et du pré-capture. Alors cassé. Mais justement, je voudrais rebondir là-dessus. Sur la question de la rafale, qui est une question que je me suis souvent posée. Personnellement, je ne l'utilise pas, pour une raison qui est toute simple, c'est que je n'ai pas un cahier des charges qui m'oblige à utiliser la rafale. Je comprends que quelqu'un qui fait de la photo animalière où la bestiole se montre pendant une fraction de seconde, quelqu'un qui fait de la photo de sport où en fait, quand un athlète passe une quai, il y a le moment où il est au maximum de la hauteur. Ce sont des événements en fait qu'il faut capturer, et c'est des événements qui sont attendus à la rédaction pour utiliser les images. Quand je fais de la photo de rue, ce que j'apprécie énormément, c'est d'une part la liberté complète, personne ne les attend, c'est un des apanages d'ailleurs de la photo d'amateur, c'est qu'on n'a pas à répondre à un cahier des charges, et surtout au niveau de la rafale, le fait d'appuyer sur le bouton à ce moment précis une seule fois, c'est revendiquer cette image. Alors évidemment, ça peut faire des pertes. On peut se dire, ça y est, on a loupé le moment, il aurait fallu déclencher un poil plus tôt ou plus tard, mais c'est un peu une contrainte que je me suis posée, un peu comme Pérec quand il écrivait sans utiliser la lettre E. C'est-à-dire que je me fixe une contrainte qui est de revendiquer le moment où j'appuie sur le déclencheur, et tant pis si ça n'a pas marché. Par contre, quand ça a marché, là, c'est un grand plaisir. Alors qu'aller farfouiller dans 120 photos pour trouver l'instant décisif, je trouve ça très fastidieux et franchement ennuyeux, pour ne pas utiliser un terme plus trivial. Je te rejoins à 1000%. Allez, on continue et on écoute maintenant le photographe Frédéric Stussin,
qui réalise beaucoup de portraits de presse et il nous partage ses conseils de composition pour cet exercice et en particulier en ce qui concerne la gestion des grandes ouvertures et l'importance du regard de son sujet. Alors, le truc pour la grande ouverture, c'est de bien se concentrer sur le point. Parce que qui dit grande ouverture dit peu de profondeur de champ, qui dit en général le point sur le nez ou les oreilles et pas sur le regard, ce qui est, à mon sens, le plus important à avoir dans un portrait. Je dis ça parce que je me suis beaucoup planté. Donc, c'est déjà se concentrer, alors si on est en autofocus ou en manuel avec un télémètre, etc., de faire attention vraiment à ça. C'est vraiment le truc hyper important. Après, pareil, est-ce qu'on veut un fond très très flou pour gommer le lieu qui est pas très intéressant, ou est-ce que justement on veut intégrer le lieu intéressant derrière? Moi, en ce moment, je fais des portraits. Alors c'est à la chambre, donc je suis plutôt fermé. Et il y a un léger flou derrière, mais qui permet qu'on comprenne bien où se trouve le sujet. Voilà, c'est moi qui le décide parce que j'ai envie de raconter cette histoire-là. Mais je pourrais, à l'inverse, pour un portrait pour la presse, avec le même matériel, et voir gommer le fond parce qu'on se retrouve dans une chambre d'hôtel X sans intérêt, voilà, d'ouvrir à plein pot pour qu'on ne le voit pas. Mais encore une fois, quand j'ouvre à plein pot, se pose le problème de où est-ce que je fais le point? Est-ce que je vais pas le rater? C'est-à-dire que moi, quand j'ai des séances de photos qui peuvent être très rapides, en presse, on peut avoir 1 minute pour faire la photo de quelqu'un. Hein. Là, je m'amuse pas à être à pleine ouverture parce que je me dis, ça serait vraiment dommage de tout planter. Donc, je vais fermer un tout petit peu pour avoir une profondeur de champ qui va du nez jusqu'à l'oreille, par exemple. Voilà, c'est des petits trucs. Alors, pour la position du regard de la personne photographiée, pareil, moi, je commence un regard caméra parce que la personne, c'est assez simple. Il faut savoir que le photographe qui photographie, il est un peu stressé, qu'il soit amateur ou très confirmé. Il y a toujours quand même une part de stress quand on photographie quelqu'un. Et la personne qui est photographiée aussi, que ce soit un acteur ultra connu ou le boulanger du quartier, il ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, parler simplement et commencer par un regard caméra, bon, c'est très simple. On demande à la personne, regardez au centre de l'objectif. Voilà, il n'y a pas de secret, ça va tout seul, on comprend ça très bien. Et si ensuite, pareil, on sent que on a capté un regard, on a quelque chose qui fonctionne, on peut commencer à se dire, tiens, je veux la rendre un peu plus rêveuse ou mélancolique. Là, je pense au portrait de Marilyn Monroe par Richard Avedon. Moi, je dis toujours aussi, que ce soit dans le portrait ou le reportage, quand on part en réaliser des images, j'utilise la métaphore de la cueillette. C'est comme si on partait faire une cueillette. On part chercher des fruits. On ne sait pas s'ils seront bons à consommer tout de suite. La photo, c'est un peu pareil. Donc, il ne faut pas hésiter à faire un regard caméra, un regard en haut, un regard en bas, un profil, un 3/4, un de dos. Enfin voilà, de tourner un peu autour de la personne. Là, j'ai réalisé une grosse série de portraits pour un ministère, le Quai d'Orsay, et c'est assez rigolo de voir que sur des personnes, il y a des profils qui fonctionnent mieux à droite qu'à gauche et inversement. Et ça, on ne le voit pas directement. On le voit sur la photo, sur l'écran. Ouais, chouette sa métaphore sur la cueillette, je trouve. Bon, c'est vrai qu'en portrait, si on a une optique un peu lumineuse, on peut très vite tomber dans le piège de la séduction, de l'ultra faible profondeur de champ et des effets de bokeh exacerbés. Mais comme il le dit, c'est délicat en termes de précision au niveau de la mise au point de partir sur cette mécanique-là. Alors moi, je ne suis pas portraitiste, bien que j'en ai réalisé pas mal. Donc, en fait, ce qui m'intéresse dans le portrait, c'est le regard, mais porté ailleurs que sur l'appareil photo, parce que quand je fais de la photo de rue et que le regard se porte vers l'appareil photo, en général, il y a un aspect qui peut être dubitatif ou franchement déplaisant de la part de la personne qui est photographiée. Donc, ce qui m'intéresse dans le portrait à ce moment-là, c'est d'essayer de restituer peut-être pas la psychologie, c'est beaucoup dire, mais au moins de restituer la personnalité en fait du sujet. Donc il y a le portrait qui peut être extrêmement travaillé, c'est le cas justement qui a été vu par notre photographe. Dans mon cas,
je fais de la photo de rue, donc je suis amené à faire du portrait, mais c'est du portrait pris sur le vif. Donc on fait un peu avec ce qui se présente, en évitant d'être vu, parce qu'à partir de ce moment-là, le regard se porte vers l'appareil photo et c'est pas ce qu'on souhaite, parce qu'on va capter l'attitude du personnage vis-à-vis du photographe. Et en général, ça peut être de l'étonnement, de l'agacement ou franchement de l'agressivité, mais on essaye plutôt de prendre un portrait tout à fait spontané. À ce moment-là, on photographie la personne dans ce que les Américains appellent privacy, c'est-à-dire cette espèce de manière d'être soi-même et coupé des autres. Et donc, ça donne des portraits qui sont en général très, très forts, très intéressants, parce que la personne est vraiment restituée telle qu'elle est au naturel. Et en tout cas, dans le cadre de l'exercice du portrait, pour en venir aussi à la composition, et pour en venir aux outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, on a un petit peu rigolé tout à l'heure sur le pré-capture, qui reste quand même un outil formidable pour les puristes. Là, en matière d'autofocus, les progrès réalisés sur la détection des yeux, que ce soit chez tout le monde en fait, chez Canon, chez Nikon, chez Sony, Sony peut-être un cran au-dessus encore par rapport au reste, mais ils sont tous très bons. L'intérêt, c'est qu'en travaillant à très faible profondeur de champ, avec un 85-1.2 ou alors une optique à très grande ouverture, permet de vraiment se fier à ces technologies très efficaces et de se concentrer après sur le cadrage. Parce que on sait que de toute façon, les collimateurs iront à l'endroit où on veut que la photo soit nette, quoi. Oui, ça marche très bien. Et ça marche très très bien. Et si on veut encore un petit peu plus d'efficacité, on peut se mettre en autofocus continu, en AFC. Et là, vraiment, on aura beau déplacer un petit peu l'appareil ou la focale, tant que le mode sera activé, on sait que la netteté se fera en tout cas sur les yeux. Et ça, c'est vraiment chouette. Sinon, on prend un petit peu de sécurité, comme le dit très très bien Frédéric, et lui, il sait vraiment de quoi il parle. C'est son métier, il le fait remarquablement bien. On ferme un petit peu le diaph pour assurer le coup et s'assurer qu'on aura au moins les yeux nets, voire un petit peu plus, si on n'a pas trop le temps. Surtout le problème des porteurs de lunettes. Tu as raison. Ah ouais, complètement. On fait le point sur la lunette ou sur l'œil qui est derrière la lunette? Complètement. Mais là, vraiment, non, les autofocus, pour avoir essayé les récents, que ce soit sur un A7R5 de Sony ou un Z8 de Nikon ou le R5 Mark II chez Canon récemment, c'est très, très efficace, quoi. Et du coup, ce qui est important aussi dans l'exercice du portrait, alors quand on fait du portrait posé et pas du portrait sur le vif, comme tu nous en as parlé il y a quelques secondes, comme le dit Frédéric, qu'on photographie quelqu'un qui a l'habitude des caméras ou qu'on photographie le boulanger du coin qui n'a pas spécialement l'habitude d'être photographié par un inconnu, il y a l'importance du choix de la focale. Et choisir une focale un peu longue permet finalement de garder une certaine distance avec son sujet tout en réussissant à faire un cadrage plus ou moins serré. Alors, il y a plein de règles de cadrage dans le portrait de pied, le plan américain, le plan italien mi-mollet, le plan serré, blablabla. Mais du coup, garder une certaine distance, ça permet de conserver une petite zone intime pour le sujet qui ne se sent pas forcément trop agressé, trop envahi, et ça peut être une bonne manière de pratiquer le portrait et de venir réussir à ce que le sujet offre des attitudes, des regards et des émotions sans trop le brusquer, quoi. Pas forcément, parce que tu peux aussi très bien avoir une focale. Je pense que ça tient aussi parfois au volume du matériel utilisé. Ouais, aussi. Le bruit, le son. Oui, certains pros disent que parfois ils ont réussi de meilleures photos en n'ayant pas forcément un gros 24-70 de lui dans la rue, en braquant l'objectif. Et là, pour le coup, en étant tout proche de la personne, et là, c'est pas top. En revanche, les hybrides permettent aujourd'hui, avec les progrès de l'AF, de bosser à hauteur de taille et de garder un contact visuel avec son sujet. Les écrans inclinables permettent d'aller chercher un petit peu un angle différent, mais de rester visuellement en contact avec le sujet, peut-être de garder une sorte de confiance comme ça et de mettre le sujet à l'aise. Et ça, c'est peut-être pas mal. Alors attention à la focale, parce qu'en fait, le visage est quelque chose qui est extrêmement structuré, qui fait partie de la personnalité du sujet, et une focale mal choisie peut rendre le visage bouffi ou au contraire l'aplatir. La focale idéale, c'est 80-85 mm, mais un grand angulaire peut
quasiment déformer le visage au point de rendre la personne ridicule. Un téléobjectif trop puissant pour prendre de la distance peut aplatir le visage et lui faire perdre énormément de son relief. Donc il est important en fait de choisir la focale en toute connaissance de cause. Même si on peut très bien manipuler un 28, on en a parlé récemment dans notre émission consacrée à la constitution d'un parc optique avec les travaux de JR ou Jean-Loup Sieff au 28 mm notamment, qui savent manipuler le grand angle. C'est un parti pris. C'est un parti pris, voilà. En gardant la distance avec le visage. Tout à fait. Jean-Loup Sieff était quand même un des grands spécialistes du très grand angle, mais il ne photographiait pas un visage cadré serré. Non, mais JR, oui. Et comme le dit Arthur, par contre, c'était à dessein, puisqu'il y avait un petit côté autodérision, un gros côté même autodérision, avec des portraits comme ça, très frontaux. Je citais aussi Bruce Gilden dans l'exercice de la photo de rue, un petit peu comme ça, frontal, où le visage peut être très proéminent dans la composition. En tout cas, tu as tout à fait raison de le dire. Attention au bord aussi de l'image, qui déforme énormément. Gilles Caron avait fait une photo d'un orangiste pendant la guerre en Irlande, entre l'IRA et les Britanniques, où il avait photographié cet orangiste apparemment avec un 21 ou un 24 mm, mais il était complètement bouffi, complètement ridicule. Et ça, évidemment, c'est un parti pris. Allez, pour terminer, on écoute le témoignage de la photographe Julie Cogis, ambassadrice Nikon et spécialisée dans la photo de sport mécanique moto. Elle nous partage ses trucs et astuces pour réussir à sublimer des images d'action sensationnelles. Alors, pour capter justement l'action à son apogée, je l'appellerai comme ça, c'est tout un travail d'expérience à force d'être sur le terrain. Et c'est aussi d'anticiper en fait. D'anticiper, je parle de timing justement, c'est un point qui est vraiment très primordial. Donc nous, soit il passe à plusieurs reprises au même endroit, donc c'est déjà anticiper, analyser comment le pilote va passer. Ou par exemple au moment de l'arrivée, se préparer à tous les scénarios possibles, de la façon dont il va sauter, préparer son matériel pour être prêt justement. Et sur chaque terrain, à moi de m'adapter justement au lever du soleil, savoir à quel côté, je vais toujours analyser de quel côté il se lève, de quel côté il se couche, de façon à pouvoir moi planifier mon planning de marche sur le terrain et évoluer en fonction du soleil. Voilà, il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en compte et qui pour moi sont une véritable aire de jeu, et chaque piste est différente, donc on a des aspects différents. Chaque pays a des variations de température et d'intensité de lumière qui sont différentes, et c'est de cette façon-là que j'essaye de jouer avec, et en variant le plus possible mes optiques. Moi, l'objectif, c'est toujours de surprendre le spectateur. Alors, c'est pas forcément quelque chose de facile, parce que mon métier m'amène à revenir des fois sur les mêmes terrains. Je dirais que c'est une constante remise en question d'événement en événement, de course après course, d'analyse auprès des athlètes, parce qu'à force d'être sur ces terrains professionnels, on finit par avoir une connaissance, je dirais, quasi complète de l'athlète qui va passer. On sait ses spécificités, on sait son style, et donc c'est sur ces critères-là qu'il faut jouer. Et aujourd'hui, moi, je suis en constante recherche de trouver de nouveaux points de vue, essayer de nouvelles choses. Moi, j'essaie toujours de composer mon image en amont à travers mon viseur, et l'objectif, c'est de définir à quel endroit je vais vouloir placer mon athlète. Et après, je règle en fonction justement ma vitesse d'obturation, et généralement entre 1/800e et 1/1000e de seconde, selon en fait ce que je veux rendre. Ou alors, si je veux vraiment avoir un effet de vitesse, qui font partie aussi de la sélection d'images qu'on envoie maintenant aux marques, c'est des filets aussi. La partie filet, qui est une technique de prise qui n'est pas forcément la plus facile en cross, où là, il faut justement descendre sa vitesse d'obturation, je dirais à 1/250e, et on peut même aller en dessous maintenant avec les appareils mirrorless qui nous fournissent une qualité vraiment très exceptionnelle. Moi, c'est sur ces points-là sur lesquels je joue pour justement apporter cet esprit de vitesse.
Bon, en sport et en sport professionnel, hein, on le comprend bien, connaître son sujet, connaître l'environnement dans lequel évolue euh, le sujet, c'est naturellement primordial. Savoir où on doit se placer, savoir ce qui va arriver, à quel moment ça va arriver, c'est un avantage indéniable pour sa composition. Alors le problème pour un photographe amateur, parce que je pense qu'ils sont nombreux à nous écouter, c'est que pour être bien placé, il faut être accrédité. Ça dépend. Il y a des disciplines quand même où on peut, notamment le motocross. Non, mais il y a le sport amateur surtout, qui permet de s'affranchir de tout ça et de se mettre vraiment dans les stades derrière la barrière. Si on pense au sport collectif, hein, on va pas forcément chercher tout de suite à aller au Stade de France. On peut s'essayer les dimanches matins dans le froid en ce moment. Il faut braver un petit peu les intempéries. Demander certaines autorisations peut-être auparavant aux deux équipes ou aux gens responsables du stade, mais faire des essais avec une longue focale et s'amuser à aller derrière les buts, sur les poteaux de corner, etc. C'est un bon exercice, quoi. Mais ce qui est aussi important en photo de sport, je l'ai très très peu pratiqué, mais la question se pose toujours, elle a été posée par notre photographe, c'est le choix entre la photo nette ou alors la photo filée, ou alors ce qui est une technique encore plus difficile, mais beaucoup plus spectaculaire, qui est l'explozoom, c'est-à-dire le coup de zoom pendant le coup de zoom pendant une pause longue. C'est chaud, ça. Un 30e de seconde, voire un 10e. C'est fun. Donc, on se lasse vite, hein, quand même. Oui, on se lasse vite, mais ça fait tellement plaisir. Quand ça marche. Oui, c'est vrai. Oui, c'est tout vrai. à fait. Il ne faut pas oublier que elle est photographe professionnelle, elle a des photos à rendre. Bah oui. J'en reviens au fait que quand on est amateur, on est totalement libre. On est même libre de rater les photos. Vous savez, c'est le Thomas Beckett, rater encore, rater mieux. Et là, je repense, en parlant de filet aussi, à un ami photographe, Bruno Calandini, qui une fois m'avait convaincu de faire un filet pour réussir une photo dans un contexte un peu particulier, avec des chevaux au galop, dans des compétitions en fait, de l'assaut dans l'Ouest aux États-Unis, mais avec un fond assez médiocre et dégueulasse pour dire les choses. Un espèce de hangar tout en tôle avec des panneaux publicitaires vraiment, vraiment laids. Et moi, j'étais un peu découragé et je me disais, mais je vais pas réussir à faire une belle photo, etc. Et au final, en optant pour le filet, la composition s'est trouvée bien améliorée puisque finalement, le sujet apparaissait donc net et tout le décor apparaissait dans le flou et dans le filet du coup. Des traînées en fait. Des espèces de traînées, ce qui fait que la composition devenait tout à coup intéressante et le décor n'existait plus. Donc il y a des cas où vraiment le recours au filet peut même être une parade nécessaire pour que la photo existe telle qu'on la souhaite. Et Julie, elle évoquait aussi un truc dont on n'a pas encore parlé depuis le début de cette discussion, c'est l'importance de la lumière et de la position du soleil au cours de la journée. Et donc, j'imagine mécaniquement des ombres projetées que ce soleil va faire. Alors là, sur des motos, mais si on applique ça à de la photo de rue, c'est hyper important aussi de jouer avec ces ombres, avec ces lignes, avec cet élément qui est changeant, hein, qui ne rend pas évidemment la même chose le matin, à midi et le soir. Absolument, il y a des photographes qui sont spécialisés, on peut dire, dans les jeux de contraste extrême, de couleurs extrêmement saturées, qui jouent sur les lignes, les volumes, les noirs extrêmement profonds. Et d'un autre côté, on peut choisir aussi une lumière beaucoup plus tamisée. Henri Cartier-Bresson, par exemple, la plupart de ses photos sont relativement douces au niveau de la lumière. Maintenant, si on est obligé de photographier dans une direction donnée, il vaut mieux savoir par où viendra la lumière. Et pour ça, il existe maintenant des applications qui sont extrêmement efficaces, qui indiquent où sera le soleil à tel moment, tel jour et telle heure. Ok, bon, écoutez, on va conclure là-dessus. On vous a donné énormément de pistes, de réflexions, d'inspiration pour travailler la composition des images photos, mais voilà, je pense aussi que naturellement toutes ces règles peuvent s'appliquer à l'univers de la vidéo. Merci Bernard d'avoir partagé tous ces conseils avisés. Merci à vous deux de m'avoir reçu.
Allez, on clôt notre discussion sur ces mots et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec Bernard Joliva pour cette émission consacrée à la composition d'images. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. On va essayer de synthétiser les 10 conseils de composition que l'on a abordés. Première question, est-ce que tu peux nous expliquer le principe de fonctionnement de la règle des tiers ? La règle des tiers consiste en fait à diviser l'écran en 9 secteurs à l'aide de 2 lignes horizontales équidistantes par rapport au bord et 2 lignes verticales équidistantes par rapport au bord aussi. Donc on a un quadrillage qui forme des points d'intersection qui sont ce qu'on appelle les points forts, c'est là qu'il est recommandé de placer le sujet, et des lignes horizontales, c'est là qu'il est recommandé, mais pas obligatoire, de placer la ligne d'horizon. C'est mieux que dans le dico, hein. Bravo. Une des petites astuces en termes de composition, c'est dans certains cas de donner des repères d'échelle aux spectateurs. Tu peux nous expliquer un peu le mécanisme de cet effet-là et surtout le piège dans lequel il ne faut pas tomber quand on en abuse. Alors, l'échelle est importante puisqu'on extrait en fait le sujet de son contexte et souvent on n'arrive plus à savoir exactement à quoi on a affaire, du moins dans les cas extrêmes. Donc il est important de donner à voir un élément connu qui peut être pas forcément un personnage mais qui peut être une voiture, un bâtiment, un arbre, bref un élément qui permet au spectateur de se faire une idée de la taille, des dimensions du sujet lui-même. Et le piège déjà cité, c'est de faire attention à ce que le sujet qui sert d'échelle ne devienne pas le sujet lui-même. Parfait. Si on s'intéresse par exemple à la photo de rue, la street photographie, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de jouer dans sa composition avec les éléments qui font partie de la scène qu'on veut photographier, des éléments auxquels on ne prête pas forcément une attention immédiate quand on est sur le terrain. Un photographe prête attention à tout ce qu'il y a sur le terrain. Voyons. Et à partir de ce moment-là, il s'agit déjà de visualiser la scène mentalement et d'adapter le cadrage à ce qu'on voit. Il faut être extrêmement rapide en photo de rue. Une chose qu'on n'a pas dit dans l'émission, mais qui est quand même hyper importante aussi, c'est qu'on ne compose pas forcément de la même manière en fonction du type de sujet, mais surtout selon que l'on travaille en couleur ou en noir et blanc. Tout à fait. Toi, ta série qui est en cours, tu l'as fait principalement en noir et blanc. Ça veut dire que tu refuses parfois de prendre certaines photos qui seraient pourtant bonnes en couleur ? Il m'est arrivé d'avoir des photos qui auraient été très bien dans cette série, mais j'ai décidé que cette série serait en noir et blanc pour mettre l'accent justement sur ce qui est le fondement de la photographie en noir et blanc, c'est-à-dire les lignes, les volumes et les formes, en laissant la couleur, la photo en couleur, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire mettre en avant une qualité de lumière et de couleur. Et il m'est arrivé effectivement de me dire qu'une photo qui serait très bien en photo situ n'y rentrera pas parce qu'elle est en couleur et qu'elle ne passera pas en noir et blanc. Est-ce que tu peux nous parler, Bernard, de l'effet du cadre dans le cadre ? Alors, le cadre dans le cadre, ça consiste en fait à sélectionner un sujet et à élargir le cadrage pour englober quelque chose dans lequel ce sujet va s'inscrire. Par exemple, vous avez une maison sur une colline, vous êtes dans un sous-bois et vous allez faire en sorte que des branches d'arbres entourent le sujet par les bords. Et à partir de ce moment-là, vous donnez beaucoup de profondeur parce qu'on verra le sujet lui-même, mais qui est entouré par de la végétation ou des choses comme ça. Ça peut aussi être une encoignure de porte, ça peut être beaucoup de choses. C'est quoi l'importance du point de vue dans la composition d'une image ? C'est vrai que des photographies réalisées avec un point de vue qui diffère du point de vue naturel d'un homme ou d'une femme debout sont plus marquantes visuellement. Alors le point de vue debout, c'est le point de vue le plus facile, c'est aussi le plus banal, c'est aussi le moins fort. C'est celui qu'on fait facilement quand on se promène, on met l'appareil à hauteur d'œil, on déclenche.
Ça peut donner de bonnes photos, mais à partir du moment où on peut se positionner en légère contre-plongée par rapport au sujet, en abaissant le point de vue, en s'accroupissant éventuellement, ou si le terrain le permet d'être en plongée, c'est-à-dire d'être au-dessus du sujet, là évidemment on obtient un cadrage qui est beaucoup plus original. Et petit teaser par rapport à notre dernière émission la semaine prochaine avec Pascal Maître au coin du feu. Après avoir échangé avec une éditrice historique du National Geographic, elle nous a dit que Pascal Maître ne photographiait jamais à hauteur d'homme. Il était tout le temps soit par terre, soit sur des échelles ou autres, à essayer de trouver d'autres points de vue. Donc ça peut donner de petits indices aussi parfois pour réussir sa composition. Alors, quand on pratique la photographie sur le vif, ou la photographie de sport, ou la photographie animalière, la photographie d'action, d'une manière générale, quelle est l'importance de ce qu'on peut appeler l'instant décisif dans la composition de son image? Alors cet instant décisif, c'est le moment fort, c'est-à-dire le moment qui synthétise complètement l'action. Alors évidemment, dans le cas de la photo de sport, c'est le moment où le pied touche le ballon pour un jeu de ballon. C'est le moment où l'athlète qui saute est à l'apogée de sa trajectoire. C'est le moment en fait où il se passe quelque chose alors que tout ce qui précédait était moins fort et tout ce qui suivait est moins fort aussi. Si on s'intéresse à la pratique du portrait maintenant, que ce soit un portrait humain ou même un portrait animalier, c'est quoi l'importance du regard de son sujet? Ce qui est primordial dans le portrait, c'est le regard, et la hantise du photographe, c'est de déclencher au moment où les yeux se ferment. Bon, en général, on prend plusieurs prises de vue, mais le seul fait que les yeux soient fermés, sauf quand c'est voulu, ça peut donner une impression, par exemple, de méditation, de repli sur soi. Mais hormis ces cas particuliers, les yeux fermés, ça ferme le visage, ça ferme la personnalité, c'est un refus d'être photographié d'une certaine manière, alors qu'un regard, surtout quand il est mis en valeur par une petite étincelle dans les yeux qui peut être produit par une petite lumière ou quelque chose comme ça donne tout de suite de la vie. Le regard, en fait, c'est la vie. Je repense rapidement à quelque chose que dit Frédéric Stussin pendant l'émission aussi, c'est de parfois varier les profils parce qu'il peut se rendre compte a posteriori et pas sur le moment, mais en regardant la photo, que certains profils marchent mieux que d'autres sur la composition finale. Nous ne sommes pas symétriques, contrairement à ce qu'on peut l'imaginer. Non, ça on le sait, et parfois certaines personnes sont au courant aussi, mais peut-être dans la précipitation, on n'y songe pas. En tout cas, ce qu'il dit sur le fait de le constater que sur la photo finale, je trouvais ça plutôt intéressant. Bernard, comment avec le bokeh, la profondeur de champ, on peut jouer avec cette sensation de profondeur qu'on peut donner à une image? Alors cette profondeur de champ, elle est largement exploitée pour des raisons techniques par les gens qui pratiquent la macrophotographie, parce qu'on est très vite dans le flou au premier plan et à l'arrière-plan, mais on peut aussi l'utiliser à condition d'avoir un objectif qui soit très lumineux, qui permet d'ouvrir grandement le diaphragme dans d'autres circonstances. Et quand il est bien utilisé, ça permet d'extraire le sujet de son contexte, c'est-à-dire qu'on réduit l'arrière-plan à simplement des indices qui donnent une idée d'où la personne se trouve, d'où le sujet se trouve, mais sans révéler totalement le sujet. Quant au bokeh, je voudrais juste préciser que le bokeh, c'est un terme en fait pour le flou d'arrière-plan, mais avec une connotation graphique, c'est-à-dire que quand bokeh réussit, le fond a un côté extrêmement soyeux. Et ça, tous les objectifs ne parviennent pas à le faire. Ce sont les objectifs qui comptent un certain nombre de lamelles, 8, 10 ou 12 lamelles, qui permettent d'avoir ce côté extrêmement sensuel du flou d'arrière-plan. Connaître son sujet et l'environnement dans lequel il évolue, c'est un avantage quand on compose ses images? Pour un photographe animalier, c'est indispensable. Pour un photographe de rue, non, ça ne compte pas. Il faut être surpris soi-même pour déclencher et prendre des photos qui, après avoir surpris soi-même, surprendront le spectateur. Jolie formule, ça. Être surpris soi-même pour déclencher, j'aime bien. Pour terminer, dernière question, Bernard, comment on peut essayer de donner une sensation de vitesse à une action en photographie?
Alors, surtout pas en figeant le sujet. Alors, je pense que là, la vitesse d'obturation rapide, ça tue complètement cette sensation, ça suspend le temps. Et en fait, c'est le flou de mouvement qui peut être soit le flou du sujet lui-même, mais ça donne rarement de bons résultats, ou alors, comme l'expliquait la photographe dont Julie Cogis. Voilà, tout à fait. C'est par le filet ou éventuellement, si on veut prendre des risques, avec un explozoom. Merci Bernard. On passe à la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Bernard, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Parfaitement. Première question qui nous vient d'une dénommée Clara. Quelle est l'origine de la règle des tiers ? C'est une règle qui a été établie par les peintres du XVe siècle et qui a été transmise en fait d'artiste en artiste. Donc c'est la peinture. Oui, nous sommes dans le domaine de la peinture. On a beaucoup cité Cartier-Bresson qui était un fan qui aurait aimé être peintre, je crois, qui était avant tout fan de peinture. Qui faisait du dessin. Bon, on attend la fin du chrono. Deuxième question, Bernard, qui nous vient d'un dénommé Boris. Quelle est la relation entre focale et perspective ? Alors la perspective, elle dépend du point de vue. C'est-à-dire que si on avance vers le sujet, on se rend compte que tous les éléments à droite et à gauche se repositionnent par rapport à soi-même. Mais par contre, quand on donne un coup de zoom, on taille simplement dans l'image, on fait simplement un recadrage, il n'y a pas de déplacement des éléments environnants. Donc c'est très clair. Limpide. Décidément, il va beaucoup plus vite que nos 30 secondes réglementaires sur cet exercice. On continue. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Étienne. Est-ce que les règles de composition en photographie s'appliquent de la même manière en vidéo ? Oui, très certainement, puisque la vidéo, ce n'est jamais ce que disait Jean-Luc Godard à propos du cinéma, 24 photos par seconde. Donc les règles visuelles qui s'appliquent à l'image fixe s'appliquent très certainement aussi à la vidéo. Pour avoir suivi quelques formations vidéo, certains formateurs à l'école de Montreuil, notamment le CIFAP, me disaient au contraire que parfois on va avoir tendance à vouloir laisser de l'air dans les compositions en vidéo, alors que contrairement à la photo, ça s'y prête moins. Notamment quand on fait des cadrages d'interview, il vaut mieux cadrer serré que laisser de l'air, comme on le ferait en photo. Donc c'est des règles un petit peu différentes et laisser du coup de l'espace un petit peu sur un côté aussi pour ne pas trop cloisonner la personne interviewée. Donc les règles diffèrent en fait. Mais bon, ce sera peut-être le sujet d'une autre émission. Tiens, composition, photo, vidéo, les différences. C'est là que le vidéaste que je ne suis pas a été démasqué. Et le vidéaste amateur que je suis ne l'affirme pas non plus en étant péremptoire. Mais je me demande même d'ailleurs à quel point peut-être ces habitudes, on va parler d'habitudes et pas de règles de composition en vidéo, ont évolué quand les vidéastes ont utilisé un appareil photo pour faire leurs images. Moi, je suis aussi intimement lié que la composition, ça passe aussi par l'objet, la prise en main, et que tout ça a un impact plus ou moins conscient, mais un impact quand même. Après, on en revient quand même au format. Le format 16/9 reste quand même majoritairement utilisé en vidéo. C'est vrai aussi. Donc, ça influe forcément le cadrage. Mais les photos... Enfin, beaucoup de grands vidéastes sont avant tout des photographes. Ouais. Kubrick était photographe avant d'être vidéaste. Donc, ça influence forcément dans ce sens-là aussi. Quatrième question, Bernard, qui nous vient d'une dénommée Nora. Est-ce que la composition d'images, c'est plus facile en couleur ou en noir et blanc ? Ce n'est pas une question de facilité. En noir et blanc, on met surtout en avant les lignes, les volumes et les formes.
En couleur, on met surtout en avant le chromatisme d'une image. Ceci dit, le noir et blanc n'a jamais été une solution pour rattraper une photo en couleur qui est, disons-le, ratée. Donc, on a une vision soit en couleur, quand, par exemple le soir, à l'heure dorée, soit quand le temps est gris. Par exemple, il y a des temps qui se prêtent au noir et blanc parce que les couleurs sont éteintes, on voit très bien les lignes, on voit très bien les volumes. Ok, parfait. Pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Bernard, quelle est la seule et unique règle, conseil de composition d'image que tu pourrais délivrer? Prendre soin des bords du cadrage. C'est quand les bords du cadrage sont négligés parce qu'on s'est focalisé sur le sujet qu'on se retrouve avec une photo mal cadrée. Bah oui, ma foi. tu nous coupes la chic. Non, mais c'est vrai, quand on pense à la composition, on n'y pense pas forcément au bord. Et on en a parlé au cours de l'émission, notamment avec les focales grand angle, mais c'est intéressant. Les débutants sont obnubilés par le sujet. Ils ne voient plus les bords de l'image. Et je ne parle pas du cas particulier de certains appareils photo dont le viseur est mal conçu, ce qui fait qu'on ne voit plus les bords. Et à ce moment-là, les bords sont simplement vaguement évalués et on n'est plus dans le cadrage, on n'est plus dans la composition, on est dans on verra ce que ça donne. Et bim. C'est la fin de cette émission. Bernard, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'être venu à nos micros aujourd'hui. L'actualité pour toi, sur quel nouveau projet d'ouvrage tu travailles ou tu vas travailler prochainement, tiens? Alors là, au niveau des éditeurs, c'est un peu calme parce qu'il arrive qu'ils me laissent tranquille pendant un moment. Sinon, parfois, ça n'arrête pas. Je suis sur d'autres projets, mais qui ne sont pas dans la photographie, qui sont plutôt dans l'informatique. Donc, je ne m'attarderai pas là-dessus. Sinon, je m'occupe vraiment très activement de photos situ pour lequel j'ai des projets soit de livres, soit d'expos. Allez voir en tout cas sur ton site, ça vaut le détour. Et surtout, le point important que j'ai oublié à propos de photos situ, c'est qu'elle est accompagnée de texte et que l'interférence entre le texte et l'image est absolument primordiale. Merci beaucoup Bernard. La semaine prochaine, pour la dernière émission de la saison 9 du podcast, Tradition oblige, on vous prépare un très bel entretien au coin du feu en compagnie du grand photographe Pascal Maître. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo qui depuis 10 ans innove et accompagne les professionnels, les créateurs et les amoureux d'images. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.